5. And my passion for aviation just kept growing. Un matin de novembre, loin des circuits rugissants de NASCAR, une maison américaine reste volontairement hors champ. Pas de caméra, pas d'interview, juste un silence soigneusement entretenu. Greg Biffle, icône de la vitesse, champion respecté, a toujours su contrôler ce qui devait être vu. Sur la piste, tout était public. À la maison, presque rien. Derrière les trophées et les applaudissements, une question persiste, simple et dérangeante. Qu'est-il arrivé à son enfant, tenu à l'écart de la lumière depuis toujours? Être le fils ou la fille d'un homme célébré, est-ce une protection ou une disparition silencieuse? Entre gloire assumée et vie familiale effacée, ce paradoxe ouvre une enquête plus intime qu'il n'y paraît. Pendant plus de 2 décennies, le nom de Greg Biffle s'impose comme une valeur sûre du sport automobile américain. Né dans l'État de Washington, loin des grandes métropoles médiatiques, il construit sa carrière à force de régularité, de discipline et d'une obsession presque silencieuse pour la performance. Dans les années 2000, il devient l'un des rares pilotes à remporter des titres majeurs dans plusieurs catégories nationales, un exploit qui assoit définitivement sa réputation. Aux yeux du public, Biffle incarne une réussite propre, sans excès, sans scandale, presque exemplaire. Les week-ends de course dessinent alors un rituel immuable. Les circuits se remplissent, les tribunes vibrent, les sponsors s'alignent, les caméras suivent chaque dépassement, chaque décision stratégique prise à plus de 300 km/h. Dans cet univers réglé comme une mécanique de précision, le pilote apparaît toujours concentré, peu bavard, rarement expansif. Il gagne, il perd, il repart. Sa vie semble se résumer à cette ligne droite entre départ et arrivée. Autour de lui, une image de stabilité se construit. Les médias sportifs parlent d'un homme fiable, respecté dans les paddocks, apprécié des ingénieurs et des équipes. Contrairement à d'autres figures du sport automobile, il ne nourrit pas la presse de confidences personnelles. Pas de récits familiaux détaillés, pas d'exposition calculée de la sphère privée. Cette retenue devient même une signature. Elle rassure les sponsors, elle conforte les fans, elle suggère une famille protégée, tenue à l'écart des turbulences d'un milieu exigeant. À cette époque, la notion de réussite dépasse largement le cadre sportif. Les contrats s'enchaînent, les revenus suivent, les apparitions publiques se multiplient, mais toujours dans un cadre maîtrisé. Lors des cérémonies officielles, des conférences ou des événements caritatifs, Biffle se présente seul ou entouré de collaborateurs. La famille, elle, reste absente des images. Ce choix intrigue peu. Dans le monde du sport américain, certains champions préfèrent préserver ce qui ne se chronomètre pas. Pourtant, derrière cette façade parfaitement huilée, une autre réalité se dessine. Une réalité faite d'absences prolongées, de saisons entières passées sur les routes, de calendriers dictés par la compétition. Les pilotes ne rentrent pas chaque soir, ils vivent au rythme des déplacements, des hôtels, des briefings tardifs. La maison devient un point de passage, un lieu de transition. Pour un enfant, cette vie impose un cadre particulier, fait de silence et de retours furtifs. Dans les rares interviews où la question familiale est évoquée, le discours reste sobre. Biffle insiste sur la nécessité de protéger les siens, de leur offrir une vie normale, loin des attentes et des regards. Cette volonté est sincère, elle s'inscrit dans une culture où la réussite professionnelle doit idéalement garantir la sécurité émotionnelle du foyer. Mais ce choix soulève une interrogation plus profonde. Peut-on vraiment soustraire un enfant à la notoriété d'un parent mondialement connu ? Les années passent, les victoires s'additionnent, puis progressivement, la carrière amorce son ralentissement. Les résultats deviennent moins réguliers, les équipes changent. Le sport, implacable, tourne ses projecteurs vers de nouveaux visages. Pour beaucoup d'athlètes, cette transition est un choc. Pour Biffle, elle se fait dans la continuité de son caractère discret. Il se retire sans fracas, presque en silence, comme il avait couru. C'est précisément à ce moment-là que le contraste devient le plus frappant. Lorsque la gloire publique commence à s'estomper, le mystère familial demeure intact. Aucun récit ne vient combler le vide laissé par les projecteurs éteints. Aucun témoignage ne décrit l'enfance vécue à l'ombre des circuits. Ce silence, autrefois perçu comme une protection, prend une autre dimension. Il devient une zone d'ombre.
La question se pose alors, naturellement, presque inévitable. Que signifie grandir dans un environnement où tout est contrôlé, où l'on apprend très tôt à ne pas parler, à ne pas apparaître, à ne pas exister publiquement? Le succès du père a-t-il réellement construit un cocon ou a-t-il instauré une distance invisible mais durable? Dans cette période de transition, l'image du champion laisse place à une figure paternelle face à son héritage. Non pas un héritage financier ou sportif, mais un héritage de silence. Car si la gloire peut s'éteindre, les choix faits au sommet continuent de produire leurs effets bien après la fin des applaudissements. Et c'est précisément à partir de cette fissure, discrète mais profonde, que l'histoire bascule. Toute carrière connaît une fin. Mais dans la vie d'une famille marquée par la notoriété, le véritable basculement ne coïncide presque jamais avec le dernier applaudissement public. Pour Greg Biffle, la rupture ne survient ni lors d'un accident spectaculaire, ni à travers un scandale relayé par la presse. Elle s'installe plus tard, lentement, presque imperceptiblement. À la fin des années 2010, lorsque les circuits cessent de rythmer son quotidien, un vide inattendu apparaît. Les saisons ne s'enchaînent plus, les déplacements se raréfient, le temps, jusque-là morcelé par la compétition, devient soudain continu. Pour beaucoup d'athlètes, cette transition est une épreuve identitaire. Pour Biffle, elle révèle surtout ce qui a été longtemps repoussé, la réalité d'une relation père-enfant construite dans l'intervalle. Durant les années de gloire, l'absence était justifiée par l'objectif. Chaque week-end loin de la maison avait un sens. Chaque sacrifice était présenté comme temporaire. Mais une fois la carrière terminée, ces absences perdent leur raison d'être. Elles deviennent des souvenirs figés et parfois des manques impossibles à combler. Selon plusieurs témoignages indirects, cette période marque un éloignement émotionnel plus visible. Non pas un conflit ouvert, mais une difficulté à retrouver une place. Le père, habitué à être attendu, acclamé, reconnu, se retrouve face à une enfant devenue presque étrangère à son rythme de vie. L'enfant, de son côté, a grandi dans une organisation où la présence paternelle était intermittente, planifiée, jamais acquise. Pourquoi ce décalage devient-il plus douloureux après la fin de la carrière? Parce que la distance, autrefois compensée par la promesse du succès, ne peut plus être justifiée. Elle apparaît alors pour ce qu'elle est réellement, une conséquence durable d'un choix de vie. Une conséquence que ni les trophées ni la reconnaissance publique ne peuvent effacer. Le moment de rupture ne se manifeste pas par un événement précis, daté, documenté. Il se manifeste par une série de renoncements silencieux, des conversations qui n'ont pas lieu, des sujets évités, une gêne diffuse lorsqu'il s'agit d'évoquer le passé. Dans certaines familles, ces silences deviennent un langage à part entière. À partir de là, la stratégie de protection change de nature. Ce qui était initialement pensé comme une barrière contre l'intrusion médiatique devient une barrière relationnelle. L'enfant reste absente de toute narration officielle. Aucun hommage, aucun remerciement public, aucun lien visible entre l'homme célébré et la vie qu'il a contribué à créer hors des circuits. La question s'impose alors inévitablement. À force de vouloir préserver l'enfant du poids de la célébrité, n'a-t-on pas fini par la tenir à distance de l'histoire elle-même ? Et lorsque l'on grandit en étant constamment effacé du récit collectif, comment se construit-on en tant qu'individu? Ce basculement n'est pas spectaculaire, il n'offre aucune image choc, mais il est profondément structurant. Il marque le passage d'une protection assumée à une séparation intériorisée. Une séparation qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des choix de vie, par le refus d'apparaître, par le rejet de toute filiation médiatique. Dans ce moment de rupture, chacun suit sa propre trajectoire. Le père affronte la fin d'un rôle qui a défini son existence pendant des décennies. L'enfant, elle, poursuit un chemin déjà tracé par le silence, loin de l'héritage public, loin des attentes extérieures. Deux trajectoires parallèles, liées par le sang, mais séparées par l'expérience. C'est à cet instant précis que l'histoire cesse d'être celle d'un champion. Elle devient celle d'un héritage invisible. Un héritage fait d'absence, de non-dits et de distances accumulées. Et pour comprendre comment cette distance a façonné les choix de chacun, il faut désormais aller plus loin. Derrière le silence, il existe toujours une vérité plus intime, rarement exposée, mais déterminante.
En réalité, ce que beaucoup ont interprété comme une simple discrétion relève d'un mécanisme bien plus profond. Dans les familles marquées par une célébrité durable, le silence n'est jamais neutre. Il se construit, il s'apprend et surtout, il se transmet. Chez les bifolles, cette logique s'installe très tôt, presque comme une règle non écrite. Ce qui appartient à la famille ne doit jamais devenir un récit public. Peu de gens savent que, dès les premières années de la carrière professionnelle du pilote, la frontière entre vie privée et vie médiatique a été tracée avec une extrême rigidité. Cette frontière n'était pas seulement destinée à protéger l'enfant du regard extérieur, elle visait aussi à préserver une forme de contrôle. Contrôle de l'image, contrôle du récit, contrôle du passé. Or, dans ce type de schéma, l'enfant n'est pas seulement protégé, il est aussi exclu d'une histoire qui se raconte sans lui. Avec le recul, certains proches évoquent une enfance structurée autour de règles strictes. Pas d'apparition publique, pas de photos partagées, pas de commentaires sur la vie familiale. Une normalité apparente mais construite dans l'effacement. Grandir ainsi, c'est apprendre très tôt que l'on existe mieux lorsqu'on ne laisse aucune trace. Une leçon paradoxale pour un enfant dont le nom est associé, malgré lui, à une figure omniprésente dans les médias. Ce qui frappe, c'est la différence de trajectoire entre la carrière du père et le chemin choisi par l'enfant. Là où l'un s'est construit dans la visibilité, la performance et la reconnaissance publique, l'autre s'est développé dans le retrait. Pas de revendication, pas de récit personnel publié, pas de tentative de s'inscrire dans l'héritage sportif ou médiatique. Ce choix n'est pas anodin, il révèle une forme de rupture silencieuse avec le modèle proposé. La vérité, souvent, se trouve dans ce qui n'a pas été transmis. Le sport automobile impose une discipline extrême, mais laisse peu de place à l'expression émotionnelle. La victoire se célèbre brièvement, la défaite s'encaisse en silence. Cette culture, appliquée à la sphère familiale, peut produire des liens solides ou des distances durables. Dans ce cas précis, la distance semble s'être installée sans conflit visible, sans drame spectaculaire, mais avec une constance implacable. À mesure que les années passent, le fossé générationnel devient plus net. Le père incarne une époque où la réussite passait par l'endurance et la loyauté à une structure. L'enfant, elle, grandit dans un monde où l'identité se construit par le choix, la parole et parfois l'exposition volontaire. Face à ces deux visions, le silence apparaît comme une solution de compromis. Il évite l'affrontement, mais il empêche aussi la réconciliation narrative. Il serait tentant de chercher un événement précis, une dispute, une décision brutale qui expliquerait cette distance. Mais les éléments disponibles suggèrent autre chose, une accumulation de micro-absences. Des moments manqués qui, pris isolément, semblent insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinent une absence plus vaste. L'enfant n'a pas été abandonnée, elle a été mise à l'écart progressivement d'un monde trop bruyant pour être partagé. Ce qui distingue cette histoire de nombreuses autres familles célèbres, c'est l'absence totale de contre-récit. Aucun livre, aucun témoignage tardif, aucun besoin apparent de rétablir une vérité alternative. Ce mutisme prolongé indique que le choix du retrait n'est pas une réaction impulsive, mais une construction consciente, une manière de reprendre la maîtrise de sa propre existence, loin d'un nom devenu trop lourd à porter. Dans l'intimité, cette situation soulève une question délicate. Peut-on hériter d'un nom sans hériter de l'histoire qui l'accompagne ? Peut-on être l'enfant d'un homme public tout en refusant d'être un personnage secondaire de son récit ? Pour certains, cette position est une fuite, pour d'autres, c'est une forme de résistance. Dans le cas présent, elle semble être une tentative de réappropriation de soi. Ainsi, la vérité qui se dessine n'est ni scandaleuse ni spectaculaire. Elle est humaine. Elle parle de choix silencieux, de trajectoires qui se croisent sans se rejoindre pleinement. Elle rappelle que la célébrité, même si elle est gérée avec prudence, produit des effets collatéraux invisibles, et que parfois, le plus grand héritage laissé à un enfant n'est ni un titre ni une fortune, mais la nécessité de se définir en dehors de tout récit imposé. Cette vérité, longtemps dissimulée derrière une image de stabilité, conduit inévitablement à une dernière réflexion. Que reste-t-il lorsque le silence devient la seule réponse ? Et surtout, que nous dit-il du prix réel de la gloire ? À la fin, il ne reste ni circuit, ni trophée, ni cri de foule. Il reste une question plus lente, plus intime, que le temps n'a jamais vraiment effacée. Lorsque la célébrité s'éteint,
que devient la famille qui a grandi à son ombre? Et surtout, que devient l'enfant lorsque toute une existence s'est construite dans le retrait? Dans l'histoire de Greg Biffle, la conclusion n'offre pas de révélation spectaculaire. Elle ne dévoile ni conflit public, ni règlement de compte tardif. Elle propose autre chose, une réflexion sur ce que le silence produit lorsqu'il dure trop longtemps. Car le silence, contrairement à ce que l'on croit, n'est jamais vide. Il façonne, il structure, il impose des trajectoires. Grandir à distance d'un récit public, c'est apprendre très tôt à se définir autrement. L'enfant de Biffle n'a pas cherché à reprendre le flambeau, elle n'a pas revendiqué un héritage sportif, elle n'a pas non plus tenté de transformer son nom en capital symbolique. Ce choix, loin d'être anodin, révèle une volonté claire, exister en dehors de toute narration imposée. Ne pas être l'enfant de, mais simplement une personne parmi d'autres. Pour certains observateurs, cette discrétion absolue est la preuve d'une protection réussie. La célébrité n'a pas contaminé l'intimité, les excès du monde médiatique ont été tenus à distance. Mais une autre lecture est possible, celle d'une enfance structurée par l'absence de récits partagés. Lorsque rien n'est raconté, rien ne peut être discuté. Et lorsque rien ne peut être discuté, certaines distances deviennent définitives. Le paradoxe est là. En voulant préserver sa famille du regard public, le champion a peut-être aussi privé ses proches d'un espace commun de mémoire. Les souvenirs se fragmentent, les expériences ne se croisent pas. Le père appartient à un monde, l'enfant à un autre. Deux univers qui se connaissent, mais ne se rejoignent jamais totalement. Cette situation n'est ni exceptionnelle, ni tragique au sens classique. Elle est représentative d'une génération de figures publiques pour qui la réussite reposait sur l'endurance, la retenue et le sacrifice personnel. À l'époque, parler de soi n'était pas une nécessité, exposer ses émotions n'était pas une valeur. On avançait, on gagnait, et l'on supposait que le reste suivrait. Mais les enfants, eux, héritent aussi de ce qui n'a pas été dit. Ils héritent des silences, des absences, des règles tacites. Et parfois, leur plus grande liberté consiste à rompre avec tout cela, à choisir une vie sans traces, sans images, sans récit à commenter. Une vie qui ne doit rien à la gloire passée. Alors, qu'est-il réellement arrivé à l'enfant de Greg Biffle? Rien que l'on puisse résumer en une phrase. Il ne s'agit ni d'une chute, ni d'une victoire. Il s'agit d'un éloignement progressif, presque logique, entre une figure publique façonnée par la visibilité et une existence construite dans l'ombre. Un éloignement sans drame apparent, mais chargé de sens. Cette histoire rappelle une vérité souvent oubliée. La célébrité ne se transmet pas comme un héritage matériel. Elle laisse des empreintes invisibles. Elle crée des zones de silence là où l'on pensait bâtir des refuges. Et parfois, le plus lourd fardeau pour un enfant n'est pas d'être exposé, mais de ne jamais pouvoir raconter sa propre version. À la fin, il ne s'agit plus de juger, ni d'accuser. Il s'agit de comprendre. Comprendre que le succès, même maîtrisé, a un coût intime, et que certaines familles paient ce coût dans le calme, loin des projecteurs, loin des récits héroïques. Car si la gloire promet l'éternité, la famille, elle, se construit dans le temps. Et le temps, lorsqu'il est rempli de silence, laisse toujours une question en suspens. Protéger, est-ce parfois aussi effacer ?